Une Afrique découverte sous la peau de 91, parlant des vents de la démocratie, mais aujourd'hui, qui a pris un nouveau pas et qui prend une direction que nul ne saura prédire ou définir avec exactitude. Les coups d'État, c'est de cela qu'il est question. En parlant. Parlons-en maintenant. Nous sommes partis du Mali, nous sommes partis de la Guinée, nous sommes partis du Burkina Faso, nous sommes partis du Niger. Eh bien, nous sommes arrivés au Gabon. Dans tous les cas, c'est le continent africain qui est touché. Nous nous intéressons un peu sur le cas du Gabon et faire une similitude, alors une comparaison avec les autres cas, notamment celui du Niger, notamment celui du Mali, notamment celui du Burkina Faso, et analyser un tant soit peu le comportement, la réaction de la communauté internationale face à ces réalités sur le sol africain. Le cas Gabon, c'est un cas qui fait retenir le souffle à travers le monde, parce que consistant une curiosité, une monstruosité en réalité, ce qui fait que beaucoup peuvent se poser la question jusqu'où le politique africain est prêt à aller. Jusqu'où le politique africain est prêt à faire un sacrifice ignoble. Le cas gabonais, c'est un cas d'école. Les dernières élections ont été pour certains une parodie d'élection, une semblante élection qui viennent cimenter une démocratie en souffrance sur le sol gabonais. Je voudrais dire qu'il y a assez de facteurs, ou il y a eu assez de facteurs qui d'ailleurs pouvaient prédire ces éventualités de coup d'État que nous vivons aujourd'hui au Gabon. Les premiers facteurs sont des premières mesures prises à la veille d'ailleurs des élections présidentielles au Gabon. Déjà le 25, les Gabonais avaient de difficultés à toucher de la liquidité à la banque au nom d'une élection présidentielle. Pourquoi cela? Le 26, les Gabonais n'avaient plus droit à une bonne communication au nom d'une élection présidentielle. Pourquoi cela? Le 26 toujours, les Gabonais sont obligés de se terrer chez eux à la maison parce qu'il y a un couvre-feu au nom d'une élection présidentielle. Pourquoi cela? Eh bien, en pleine élection, il ne peut pas avoir de regard extérieur sur ce qui s'est fait sur le sol gabonais. C'est une très bonne chose. L'Africain est assez mature pour gérer ses propres situations. Mais quelle situation? Pourquoi refuser un regard extérieur en mettant à la porte des observateurs étrangers? Qu'est-ce qu'on cache? Même si on se réfère au passé, qu'est-ce qu'on se reproche? Qu'est-ce qu'on peut se reprocher? Est-ce dans l'intérêt supérieur de la nation? Si nous prenons le cas Bongo, nous parlons du Bongo, ce n'est pas les Bongo, mais la famille Bongo qui est au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle, qui d'ailleurs constitue une source de frustration pour la plupart des Gabonais. Parce que ce pays de plus de 2 millions d'habitants, qui a un taux de chômage de 28%, avec des richesses naturelles énormes, le gaz, manganèse, le pétrole, le bois, mais qui peut aussi vivre un seuil de pauvreté assez éloquent. La frustration, elle est énorme. Alors, pourquoi en face de tout ceci, on veut faire montre d'une image pour dire personne n'a le droit d'en parler? C'est comme si, et c'est bon, regardons dans la même direction.
Mais ça, c'est une Afrique en perdition. Mais jusqu'à quand? Et tout cela, ça s'organise au Gabon. Et une personne avertie, intelligente, ne peut que prédire ce qui arrive aujourd'hui. Voilà le Gabon, le cas du Gabon. En soi, le premier responsable du Gabon, Ali Bongo, pas Gombo, mais il s'est fait Gombo à la fin, malheureusement. Il a été mis dans la sauce. Tout simplement parce que, ne voyant, en analysant rien autour de lui. Et moi, je dis souvent, les dirigeants africains sont, oui, coupables, mais ceux qui sont plus coupables, ce sont les conseillers. Les conseillers des dirigeants africains sont plus coupables que les dirigeants eux-mêmes. Pourquoi? Comment regarder un Ali Bongo qui va désormais à 3 pieds, qui perd malheureusement certaines de ses facultés, qui s'obstine à s'accrocher au fauteuil présidentiel et qui a des conseillers qui lui disent il peut et il s'est accroché. Vous savez, nous sommes tous des malades ambulants. Malheureusement, cette situation nous frappe dans la vie, mais il faut avoir la présence d'esprit de reconnaître qu'on n'est plus la même personne qu'on était hier et savoir s'éclipser. Mais malheureusement, M. Ali Bongo n'a pas su prendre les situations en temps et faire ce qu'il faut en temps. Et s'est laissé berner par ses conseillers. S'il a puni quelqu'un dans cette situation qui prévaut au Gabon, c'est beaucoup plus les conseillers d'Ali Bongo qui l'ont poussé dans ces gouffres. C'est beaucoup plus les conseillers des chefs d'État du continent africain qui les amènent à commettre ce que je peux appeler des crimes. Une population affamée, une population qui ne se retrouve pas sur son propre territoire, est une sorte de crime qu'on fait vivre à cette dernière. Et il y en a qui sont des pionniers en conseil à ces premiers responsables pays. Il y a des gens incriminés. C'est bien les conseillers des chefs d'État africains. Commencez par changer la stratégie. Commencez par changer la manière. Car les disques sont vieux. Rien ne sera plus jamais comme avant sur le continent, je le disais. Et c'est une réalité. Nul n'a jamais apprécié un coup d'État. Mais je me rends compte que si certaines fois, des coups d'État peuvent donner du souffle à la population, c'est le cas le plus atroce qu'on ne puisse vivre. Et c'est ce que les dirigeants africains amènent la population à accepter. Le cas Ali Bongo est passé. Regardez ce qu'on a fait de ce monsieur qui ne connaissait pas ce Ali Bongo dans tous ces moments de gloire. Pas un moment chauffeur de Lionel Messi, parce qu'il sentait la douceur de la vie. Le pouvoir est doux. Ali Bongo, avec ses biens, en France, pionnier, en l'héritant bien sûr de son papa de la France-Afrique, et bien de bonnes relations entre la France et le Gabon, et tous les privilèges que le chef d'État avait. Mais que ce Ali Bongo que vous retrouvez dans une résidence débraillée, regard perdu, qui appelle à l'aide, c'est éloquent. Qui appelle à l'aide, c'est stoïque, avec un visage complètement effacé, qui appelle à l'aide. Pourquoi? Savoir quitter les choses est une hauteur importante. Savoir quitter les choses est une vertu inextricable. Je vois un certain Ali Bongo dans une résidence qui appelle ses amis à faire du bruit. Quel bruit! Les populations ont fait du bruit, disant qu'elles ont faim. Personne ne les a écoutés.
les jeunes ont fait du bruit, qui n'ont pas de travail, personne ne les a écoutés. La Constitution a fait du bruit, qu'elle a besoin d'être respectée, personne ne l'a écoutée. L'élection a fait du bruit, disons qu'elle n'est pas transparente, mais personne ne l'a écoutée. On l'a étouffée entre les quatre murs. Connexion coupée, téléphone coupé, couvre-feu, pour étouffer les élections et sortir le résultat qu'on veut. Mais aujourd'hui, on crie dans une cave à l'aide. Qui on doit aider finalement? Ce n'est que déplorable, le cas Bongo. Et c'est un cas d'école. Mais ce qui retient encore mon attention, c'est que je vois un Ali Bongo qui parle anglais à un moment critique de sa vie. Make a noise. Pourquoi parle-t-il anglais? Alors je vais un peu vers la communauté internationale pour dire, à certaines fois, je ne veux pas faire procès d'intention, mais j'ai l'impression que certains coups d'État sont chéris par la communauté internationale. Est-ce que la France n'est pas fatiguée à un moment donné d'Ali Bongo? Je crois que, entre guillemets, c'est possible. Et puis, Ali l'aurait compris. Et il a compris qu'il a été lâché par la France. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je suis littéraire. Et j'ai l'obligation de faire penser les circonstances, les événements, de faire parler, entre guillemets, les mots, les verbes et les comportements de ceux qui se trouvent en situation. La France m'a lâché. Je me tourne vers le Commonwealth, je me tourne vers les amis anglais. Je me tourne, je ne veux plus parler. Ou alors, en ce moment critique, je laisse le français, je veux parler à un plus grand nombre parce que je sais que je ne peux plus compter sur la France. Écoutez, lorsque vous êtes dans de bonnes grâces aujourd'hui, pensez à demain. Oui, la France a lâché Ali Bongo, ça soyons en clair. Car, en 2019, il y avait eu une tentative de coup d'État. Qui sont ceux qui ont intervenu pour rétablir le pouvoir Bongo? C'est bien la France. Cette fois-ci, la France semble dire, mais messieurs, on ne peut plus compter sur vous. Hein? Vous n'avez plus vos mobilités comme avant. Il serait mieux que vous vous mettez derrière le rideau. Alors, lorsque vous voyez des images, des coups de main lors du sommet des forêts à Libreville, entre Emmanuel Macron et le nouvel homme fort du Gabon aujourd'hui, c'est vrai, il ne faut jamais faire le procès et dire les non-dits des choses, mais les images disent beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas une surprise, je dirais, ce n'est pas une surprise pour la France, car la communauté internationale, l'Union européenne, semble dire que ce coup d'État valait la peine. Alors, pourquoi en arriver là? Pourquoi ne pas sortir par la grande porte très souvent? Ali Bongo a eu l'occasion de sortir par la grande porte. Mais ses conseillers l'ont engouffré. Les conseillers des chefs d'État africains, vous commettez un crime. Et il y a lieu de faire la part des choses. Il y a lieu de prendre chacun sa responsabilité. Le coup d'État au Gabon, celui du Niger. Nous avons vu des réactions venant de la communauté internationale, notamment la France. Analysez un peu la véhémence émanant de la France au sujet de rétablissement de l'ordre constitutionnel et le rétablissement de Bazoum dans le fauteuil présidentiel. Jusqu'à ce jour, la CEDEAO a le feu au cul pour rétablir Bazoum dans son fauteuil à cause de ce que la France ne digère pas le départ de Bazoum. Je nous donne juste le temps de faire une lecture des situations à venir, des jours à venir, voir si la France demanderait à ce qu'Ali Bongo revienne au pouvoir, forcément. Même par la force. Non, il ne le fera pas. Parce que Ali Bongo n'est plus l'incarnation d'un intérêt particulier pour la France. On a toujours fait des analyses, d'aucuns ont pensé que nous étions, ou alors nous faisons toujours des procès d'intention. Aucunement. Les puissances étrangères, la communauté internationale n'est pas virulente sur un dossier s'il n'y a pas un intérêt à défendre. Mais il est temps que l'Afrique protège ses intérêts.
et que l'Afrique s'intéresse au bonheur des Africains et que la communauté internationale, je ne sais pas où elle existe, laisse les Africains vivre leur vie. Parenthèse fermée. Après chaque coup d'État, vous voyez le comportement des populations. Et ce que j'ai su analyser sur le sol gabonais, aucune réticence, aucune opposition. Personne n'était contre un coup d'État. Tout le monde dans la rue. Comment est-ce qu'un coup d'État va être perpétré sur un sol africain et que les populations disent nous venons d'obtenir notre indépendance? C'est lourd et c'est fou. L'indépendance maintenant, ça veut dire que nous, propres Africains, nous continuons par engouffrer, nous continuons par terrasser, terroriser nos propres populations. Alors le mal de l'Afrique n'est pas l'Occident, c'est l'Afrique elle-même. Le mal de l'Afrique n'est pas le colon, c'est l'Africain lui-même. Il y a lieu de changer de paradigme. Il y a lieu de changer la situation, il y a lieu de changer les choses. Les Gabonais disent, nous venons d'obtenir notre indépendance. C'est clair, hein? Ça veut dire, page Bongo là, fermons-la. Au Niger, il y a une autre lecture. Nous soutenons les militaires. Cela voudrait dire, on ne fait confiance à personne, mais du moins pour l'instant, laissez-nous avec nos militaires. Vous voyez comment l'Afrique se cherche? Et chaque pays avec sa réalité en matière de politique, parce que l'Afrique n'a pas de politique tout simplement. Et la nouvelle ère est en train de donner un autre dessin de la politique africaine, véritable pour l'épanouissement de tout le continent. Et je pense qu'il est temps que l'élite africaine sache prendre des décisions nobles. Il est temps que l'élite africaine sache mettre l'Africain au cœur de tout développement. L'Afrique d'abord. Je pense que cette idéologie doit être la mieux partagée de tout le monde maintenant. L'Afrique d'abord. Alors si les nouveaux dirigeants qui émergent maintenant peuvent brandir l'Afrique d'abord, je crois qu'on aura un continent envié et enviable. Le creuset de vie, c'est bien l'Afrique. Alors, en général, il y a lieu de retenir que l'Afrique a besoin d'une autre manière de marcher. Marcher vers le développement, marcher vers un avenir radieux, si possible, car à nous appartiennent les sous-sols, à nous appartiennent des richesses naturelles, à nous appartiennent toutes sortes de facultés. Alors, la nature même est de notre côté. Les beaux climats, les meilleurs climats sont en Afrique. Alors, nous n'avons aucune raison en réalité de végéter dans la misère. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est parce que pendant longtemps, on a souffert d'avoir des dirigeants qui voient l'urgence de la chose. Ça, compter sur le continent pour régler leurs problèmes. Je félicite des pays de paix comme le Togo, avec qui j'encourage d'ailleurs à faire mieux et davantage pour le bonheur de la population. Et je le félicite aussi pour le rôle de paix qu'il joue dans toutes les crises sur le continent, aussi dans la sous-région. J'en appelle à ce que chacun joue sa véritable carte pour une Afrique nouvelle. Afrique d'un autre vent, je pense que c'est possible. Afrique d'une autre tournure, je pense que c'est encore l'heure. Alors, Africains, Africaines, je ne parlerai pas en termes de pays, car l'Occident a mis des limites pour nous diviser, pour nous éparpiller et mieux nous gouverner et mieux nous contrôler. Mais Afrique entière, retenez une seule chose, nous sommes les enfants d'un même père, d'une même mère, et nous avons besoin de vivre une vie épanouie et noble, car le continent nous l'a déjà offerte. Dirigeants africains, ne fermez pas les yeux ni les oreilles
rien ne sera plus jamais comme avant. Intéressez-vous beaucoup plus au bonheur de vos populations. C'est à ce seul prix que vous serez portés en triomphe. Et je crois compter sur la disponibilité et la volonté de chacun pour y arriver. Une Afrique nouvelle, c'est possible et c'est maintenant. À très bientôt.